Salut camarades, chose promise, chose due. Après avoir longuement étudié la façon dont Temujin, obscur petit noblio nomade du XIIe siècle, a accru son pouvoir pour mieux imposer son joug aux différentes entités politiques de la steppe dite mongole, et ce, en suivant une historiographie dite classique du sujet, eh bien il est temps de re-questionner un peu tout ça à l'aune de travaux récents, fascinants et vertigineux. Et en plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'il va y avoir beaucoup à dire. Car on va presque tout remettre en question de ce que vous pensez savoir de l'histoire mongole, et même de l'histoire nomade eurasiatique en général, puisqu'on va autant discuter onomastique que philologie, autant ethnologie qu'anthropologie, et bien sûr histoire, et ce sur une fourchette qui va faire au moins dans les 18 siècles, voire plus. Comme quoi, quand je vous dis que ça valait le coup d'attendre et que ça allait me prendre du temps à écrire, je me fous pas de votre gueule. Pour cela, on va aller fouiller dans les travaux d'une poignée de scientifiques, que je vais vous présenter ne serait-ce que pour créditer leur mérite, et qui sont encore assez minoritaires dans leur milieu, puisque précisément, ils entament une révision de ce qu'on croyait acquis sur les nomades d'Asie centrale. D'où le fait qu'on dise qu'ils relèvent d'un courant historiographique révisionniste. Lâchez ce point Godwin. Certes, il est pas ouf, le combo pas nombreux plus révisionniste plus histoire avec le bonus, mais là rien chelou là, il a pas fait des vidéos sur un gros taré antisémite qui fascinait Hitler, descendant des chevaliers teutoniques et zigouillant des communistes dans la steppe parce qu'il se prenait pour l'héritier de Chinggis Khan? Si, j'ai complètement fait ça, c'est vrai, mais là, c'est pas le même genre de révisionnisme, c'est un gentil révisionnisme, si on peut dire qu'un révisionnisme est gentil ou méchant. De fait, je vais plutôt aller dans l'autre sens, et me faire traiter, comme d'habitude, d'ethnomasochiste woko-islamo-stépo-gauchias. Surtout aujourd'hui, puisqu'on va pas mal parler eurocentrisme et colonialisme, et commence à complètement orienter, depuis le 19e siècle, notre analyse de l'histoire nomade eurasiatique. Et pas en bien. Bref, je vais me faire des copains. D'autant plus que tant que les autres vidéos seront pas sorties, vous aurez moins d'éléments et d'arguments pour vous faire une idée de la pertinence de l'ensemble. Donc vous pourrez plus légitimement me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, que j'abuse, etc. Mais croyez-moi, je n'ai jamais pris une baffe historiographique pareille. Ça va prendre du temps, mais il faut que je vous expose bien tous les aspects de cette révision pour que vous saisissiez la cohérence de l'ensemble. On parle quand même de remettre en question plus de 200 piges d'historiographie. Je vous présente donc dans une moindre mesure d'abord Stephen Pau, chercheur en histoire à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, mais principalement David Smith, anthropologue directeur de l'unité d'études de la Mongolie et de l'Asie centrale de l'Université de Cambridge, sur les travaux duquel on va tout particulièrement se pencher dans cette vidéo, Christopher Atwood, professeur en histoire des frontières et ethnie mongole et chinoise à l'Université de Pennsylvanie, et Lamsuren Munch Erdene, professeur d'histoire et d'anthropologie à l'Université nationale de Mongolie. Mais surtout, comme je l'annonce depuis plus d'un an, on va parler des travaux de Simon Berger, docteur en histoire et civilisation à l'EHESS, sans qui je ne connaîtrais rien de tout ça, qui, non content d'avoir synthétisé les travaux de ses prédécesseurs de ce courant dans la thèse qu'il a soutenue en décembre dernier, a apporté avec celle-ci une sacrée pierre à l'édifice, puisqu'elle donne peut-être toute sa cohérence à l'ensemble de ce courant. Mais ça, on le verra surtout dans les 2 prochaines vidéos, qui risquent d'être assez techniques. Installez-vous donc confortablement, car avec tout ça, vous allez voir que les nomades eurasiatiques sont à travers les âges beaucoup plus structurés politiquement et conscients de leur histoire commune qu'on ne le suppose, qu'il faut souvent faire plus confiance aux sources médiévales qu'on ne veut bien le croire, et à l'inverse, pas toujours trop à leurs traducteurs, que le 19e siècle a fait d'énormes ravages dans les sciences humaines, et que Chinggis Khan a sans doute eu une histoire très différente de celle qu'on lui connaît. Bref, si je vous dis de vous installer confortablement, c'est parce que vous risquez fort de tomber de votre siège. Initialement, avec la série qu'on vient de terminer, je voulais vous faire le portrait le plus classique et le plus complet possible de la montée au pouvoir de Chinggis Khan, avant enfin d'aborder avec vous, ici, le contre-pied qu'on veut prendre, pour bien vous faire sentir la différence entre les deux. Mais même ça, finalement, notamment vous vendre ce qu'on appelle la révolution tchinguicide, j'ai pas pu. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'aurais dû ainsi vous dépeindre un homme providentiel sortant du chaos tribal de la steppe pour unifier ces turbulents semblables, qui depuis des temps immémoriaux sont tous plus divisés les uns que les autres, sans structure sociale autre que les rapports de parenté et la domination du chef, sans loi autre que celle du plus fort, toujours en mouvement, donc incapable de se structurer politiquement, et n'en ayant d'ailleurs pas l'usage. On dit ainsi qu'ils votent avec leurs pieds. Je me demande plutôt si on n'a pas écrit ces théories avec les pieds. Bref, des nomades condamnés à demeurer au mieux des chefs de clan ne pouvant se maintenir qu'en fournissant du butin à leurs guerriers,
Guerriers qui, en effet, peuvent se barrer quand ils le veulent si jamais leur chef les gonfle. Ce sont des nomades, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Une société donc nécessairement violente, si on peut parler de société, plutôt d'anarchie complètement chaotique, imposée notamment par la violence de leur cadre d'existence, la rude steppe et son climat rigoureux. Mais cet homme hors du commun, Chinggis Khan, aurait ainsi fondé ex nihilo un puissant empire des steppes, encore jamais vu, canalisant les natures prédatrices et violentes de ces nomades dans une toute nouvelle structure militaire rigide et brillante, le système décimal, qui ne pouvait que les rendre invincibles, jusqu'à ce que finalement, plus tard, cette nature nomade résiliente et implacable s'amollisse, au contact de leurs nouveaux sujets sédentaires de Perse ou de Chine, les nomades devenant progressivement civilisés et sédentaires eux-mêmes. Et c'est pas tout jeune comme grille de lecture. Déjà au XIVe siècle, Ibn Khaldoun la formule en insistant sur ce qu'il appelle l'asabiyya, la solidarité clanique ou tribale qu'il prête aux Bédouins, comme il appelle les nomades, et qui explique selon lui leur redoutable efficacité militaire première, qui leur permet de conquérir des civilisations sédentaires, puis au contact de ceux-ci de se civiliser, donc de s'amollir, pour être enfin vaincus à leur tour par de nouveaux nomades ayant eux toujours la niaque. Si on prend ce qu'on connaît, les Khitans renversent ainsi les petites dynasties de Chine du Nord, fondent la dynastie Liao, se sinisent, donc se font remplacer par des petits jeunes plus vénères, les Jurchen, qui fondent la dynastie Tsin, se sinisent, donc se font remplacer par les Mongols, qui fondent la dynastie Yuan, se sinisent, et se font remplacer par les Ming, qui à leur tour seront virés par les Mandchous, qui vont prendre le nom de Qing, etc., etc., etc. Serpent qui se mord la queue, cycle historique, tout ça. La théorie de l'asabiyya a ainsi toujours eu du succès, puisqu'on l'emploie encore parfois, comme par exemple l'a récemment fait Gabriel Martinez-Gros avec son bouquin « De l'autre côté des croisades ». Puis alors si vous voulez des théories toutes faites pour bien expliquer le fonctionnement des nomades, il y en a des pelletés. Par exemple, on a longtemps perçu les interactions entre nomades eurasiatiques et civilisations sédentaires sous le prisme de la Greedy Theory, la théorie de l'avidité. Les nomades, spontanément prédateurs, fonderaient ainsi régulièrement sur les sédentaires, parce que c'est dans leur nature, n'est-ce pas ? God damn it, how come every time us Chinese put up a wall, stupid Mongolians have to come and knock it down? Plus récemment, à cette théorie de l'avidité, la Greedy Theory, Nicolas Di Cosmo a proposé une alternative, la Needy Theory. Si les nomades prédatent, c'est parce qu'ils ont besoin de biens que produisent les sédentaires et qu'ils ne peuvent pas produire eux-mêmes, comme par exemple des produits agricoles. Alors même que ce qui ressort des sources indique plutôt que les dits nomades préféraient rafler des chevaux chez les sédentaires que des céréales, qui savaient très bien produire par ailleurs. Mais bref, vous avez l'idée, la double opposition caractéristique et centrale. Le nomade, que ce soit par avidité ou par besoin, bien qu'il soit absolument libre, paradoxalement dépend de son alter ego, son némésis, le sédentaire, de même que la tribu, faute de stabilité, ne peut pas évoluer toute seule et se transformer en état. On a donc d'un côté la tribu nomade et de l'autre l'état sédentaire. Bon, vous voyez où je veux en venir. Ça a l'air un chouïa réducteur tout ça, j'aurais pas pu vous présenter les choses comme ça, parce que ça n'aurait pas été rendre justice à l'histoire nomade eurasiatique. Déjà, vous avez dû remarquer que contrairement à la majorité des contenus que vous trouverez sur le sujet, je me suis efforcé justement de ne pas utiliser le terme tribu, pourtant le plus classique et le plus courant pour parler des différentes entités politiques de la steppe. J'utilisais plutôt clan, qui vaut pas beaucoup mieux que tribu, mais qui peut pas être pire que tribu. Pourquoi ? Parce qu'en anthropologie, contrairement à l'histoire malheureusement, ça fait plusieurs décennies maintenant que le principe de tribu est progressivement abandonné. Parce qu'il ne correspond pas à grand chose. Alors attention, je vais tâcher de vous parler un peu d'anthropologie et d'ethnologie parce qu'on va en avoir besoin, mais c'est pas ma spécialité du tout. Je vous renvoie donc à la bibliographie et surtout à ce bouquin, The Headless State de David Smith, et à cet article, The Headless State de David Smith. L'article résume le bouquin, en gros. Bref, qu'est-ce qu'une tribu ? Le terme tribus apparaît initialement en latin pour parler des premières factions politiques de Rome, puis plus tard, en contexte biblique, pour parler des 13 tribus d'Israël, là où ce qui semble avoir été une notion assez semblable chez les Grecs était la philae, tandis que le gens latin s'apparente au génos grec, le clan, la famille étendue. Ces termes sembleraient ainsi dénoter une notion de parenté commune structurant les liens sociaux au sein d'un groupe d'individus, descendant potentiellement tous d'un même ancêtre. On l'utilise ainsi plus tard pour désigner les groupes humains recoupant les notions de lignage et de clan, comme par exemple au XVe siècle, pour désigner les groupes irlandais portant le même nom de famille. Et c'est donc avec ces connotations que le terme est repris
au XIXe siècle dans la théorie de l'évolutionnisme social, une théorie élaborée d'abord par des juristes qui recherchaient les origines des institutions sociales préférées de la droite, comme la propriété privée, l'État et évidemment le mariage. In the year 1 million BC, it is thought the first Homo sapien marriage occurred. It was shortly followed by the first homosexual marriage. Comme son nom l'indique, cette théorie propose une évolution par étapes de la société, de la sauvagerie à la civilisation en passant par la barbarie, connue pour ses figues et ses orgues. Et l'un de ses juristes, Henry Maine, propose ainsi la parenté comme l'élément central, définissant les liens sociaux et l'identité commune au sein des structures primitives de pouvoir, à distinguer nettement des sociétés fondées sur le territoire. Retenez cette idée d'opposition entre les sociétés fondées sur le territoire et les sociétés fondées sur la famille. Vous allez voir, ça s'avérera ironiquement très rigolo. Mais c'est Lewis Henry Morgan, non pas cet Henry Morgan là, qui pose les bases du concept de tribu comme type d'organisation sociale, en ayant observé des similitudes entre la société iroquoise des XVIe-XVIIIe siècles et ce qu'il pense être le modèle gréco-romain archaïque, donc pré-étatique. Les familles se rassemblent en clans, c'est-à-dire des unités de descendance, eux-mêmes se réunissant en tribus, unités plus larges et donc autonomes, avec des identités propres. Quant à l'autorité, elle ne s'y imposerait que de façon interpersonnelle. On aurait donc d'un côté la société tribale primitive, pré-étatique, voire limite condamnée à rester sans État, puisque difficilement capable de concevoir l'État par elle-même, où les relations de parenté définissent les rapports sociaux. Et de l'autre, la société civilisée, avec un État suivant la définition de Max Weber, à savoir fort, centralisé, exerçant le monopole de la violence légitime, reposant sur les notions de territoire, de propriété privée, d'administration, etc. Et comme le dit David Smith, cette dualité tribu-État, ça va très bien à tout le monde à l'époque. Au XIXe siècle, la vision de Morgan s'accordait aussi bien avec les philosophies libérales que socialistes, s'intéressant à des notions comme celle de la liberté naturelle originelle de l'homme, ou dans sa version marxiste, l'idée de propriété comme base de l'exploitation, au regard du partage universel qu'on prête à la société communiste primitive. L'idée que sans État, les gens s'organisent en groupes de descendance, et que ceux-ci tendent à ne pas être hiérarchisés, c'est profondément ancré dans les sciences sociales occidentales. La discipline naissante qu'est l'anthropologie va dès lors chercher à retrouver, de par le globe, des sociétés primitives fossilisées, pour ainsi dire, qui en seraient restées à ce stade sans jamais évoluer. Pourquoi ? Eh bien, histoire de mieux approfondir cette théorie évolutionniste et définir ce à quoi devaient ressembler les premières organisations humaines, fondées sur les liens du sang, les fameuses tribus. On est une tribu! Tu es une tribu! Tu es une tribu! Tu es une tribu! Tu es une tribu! Je suis une tribu! Et comme on le disait au début, le nomade d'Asie centrale serait alors l'exemple parfait de ça. Mode de vie semblant avoir peu changé depuis des siècles, voire des millénaires, le cul sur son cheval, il n'est entravé par personne, libre de se déplacer où et quand il veut, vit en famille, elle-même au sein d'un clan plus vaste défini par un ancêtre commun, clan lui-même au sein d'une tribu plus vaste, le tout généralement en marge d'un état fort et sédentaire, où avec ses petits potes ils vont butiner en bande, au gré de leurs envies ou de leurs besoins. Et justement, avec cette liberté incompressible qu'on prête ainsi aux nomades, pourquoi, il est vrai, évoluerait-il ou s'emmerderait-il à se structurer en État ? Il est bien là, peinard. À l'extrême rigueur de temps en temps, des tribus s'unissent entre elles pour former une confédération, voire même un empire, mais quand le chaos tribal est devenu trop inextricable. Parce qu'évidemment, c'est forcément le chaos avec toutes ces natures prédatrices là. De fait, le coup du chaos tribal est souvent avancé justement pour justifier l'inexplicable. L'apparition de telles entités politiques d'une certaine ampleur, comme des empires, là où on nous assène qu'il n'y a pourtant pas de notion d'État possible, puisqu'ils ne sont pas assez civilisés et ne s'organisent qu'en tribus. État ou tribu, il faut choisir, et le nomade eurasiatique pose un peu problème, puisqu'il semble précisément alterner entre les deux. Ou alors c'est la notion de tribu qui pose problème, ou la définition qu'on donne de l'État, ou les deux. Wink wink. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le chaos tribal comme explication vaseuse. Tel qu'on nous le présente la plupart du temps, les tribus nomades se muent en un empire uniquement parce qu'apparaît un homme fort providentiel qui met de l'ordre dans tout ce merdier. Temujin et Temurleng en sont de très bons exemples, bien qu'il y en ait d'autres, comme Tan Shiwai pour les Xianbei au IIe siècle.
Mais quiconque a fait un tant soit peu d'histoire sait que l'histoire des grands hommes, ça a ses limites, pour rester gentil. Désolé pas désolé les napos, hein. Mais revenons à ces entités politiques là, ces empires, Xiongnu, Turcs, Mongols, etc., et le problème qu'elles posent. À ce stade, on ne peut plus parler de tribus, ni de confédération de tribus quand même, donc on peut bien parler d'État, selon ce système soit dualiste tribu-État, soit évolutif de la tribu jusqu'à l'État. L'Empire mongol, c'est le plus grand empire ayant jamais existé. C'est donc bien un État. Faut pas déconner, sinon qui est un État? Eh ben, la réponse peut vous paraître évidente, mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas forcément pour les spécialistes. Et c'est ça qui fait un peu peur. Tenez, rien que ça. J'en vois qui tic, oui, hein, même à travers l'écran, parce que j'ai l'habitude, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube. Eh bien, j'en vois qui tic parce qu'on dit souvent que c'est l'empire colonial britannique le plus grand du monde, l'empire mongol n'étant que le plus grand empire contigu. Mais comme l'a montré Stephen Pau dans son récent article « The Mongol Empire's Northern Border Revelating the Surface Area of the Mongol Empire », on ne connaît pas l'exacte frontière nord de l'empire mongol, faute de sources. Pourtant, Plancarpin cite des populations du Grand Nord comme les Néniets parmi les populations soumises aux Mongols, Rubrouk aussi, Polo parle d'expéditions mongoles dans le pays des ténèbres, comme il appelle la Sibérie, et un traité de géographie islandais mi-XIIIe siècle cite carrément un royaume tatar au nord de la terre des Russes. Au nord, ce qui implique déjà que oui, au XIIIe siècle, même les Islandais, loin là-haut sur leur île, avaient entendu parler des Mongols. C'est dire si ceux-ci ont dû faire un sacré barouf. J'ai ressenti un grand bouleversement de la force, comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur, et puis s'étaient éteintes aussitôt. Comme si un drame terrible s'était produit. Or, on sait également que la domination sur ces terres sibériennes était bel et bien revendiquée par l'idéologie impériale mongole, comme toute terre l'était en soi. Et puisqu'ils n'ont pas rencontré de résistance particulière à leur expansion vers le nord, pourquoi se seraient-ils privés d'en revendiquer le contrôle? Alors peut-être que de manière très lâche et sans réel contrôle effectif, hein, c'est vrai, mais à ce compte-là, le Grand Nord canadien, la savane sud-africaine ou les déserts australiens sous contrôle britannique, c'est pareil, c'est pas non plus Piccadilly Circus en termes de démographie anglaise. Du coup, en intégrant la Sibérie à l'Empire mongol, ça donne 36,5 millions de kilomètres carrés contre 35,5 pour les Brits. Ce sont donc les Mongols qui en ont une plus grosse surface. Hein. Bref, échec et mythe les brats. Échec et mat les Brits. Bref, l'Empire mongol, le plus grand empire de l'histoire. On peut quand même dire que c'est un État, non? Alors, oui, mais du bout des lèvres, hein, en considérant par exemple que, ok, ils se sont civilisés et étatisés, mais grâce aux sédentaires qu'ils soumettaient, qui leur transmettaient des méthodes d'administration, etc. Ainsi, Yelu Shutsai, administrateur sinisé d'origine khitane, aurait ainsi dit à Ögedei, successeur de Temujin, ces paroles devenues célèbres. Si certes l'empire peut être conquis à dos de cheval, il ne peut être gouverné de même. Ainsi, comme on l'évoquait tout à l'heure, les nomades ne pourraient donc pas se structurer en État par eux-mêmes, mais au mieux en adoptant les institutions des sédentaires vaincus ou en singeant leurs voisins. Thomas Barfield a même théorisé les cycles de pouvoir où les empires nomades apparaîtraient à la suite d'empires sédentaires voisins. Les Xiongnu suite aux Han, les Turcs suite aux Sui et aux Tang, etc. Alors que les Turcs ont émergé 30 ans avant les Sui. Mais c'est pas grave, hein, ils imitent quand même, j'imagine. D'autres vont encore plus loin, et parfois pas toujours pour de mauvaises raisons, mais avec de mauvaises conclusions malgré tout. Deleuze et Guattari, par exemple, dans leur traité de nomadologie, considèrent que ce qu'ils appellent la machine de guerre nomade de Chinggis Khan a carrément été conçue contre l'État. Donc même quand le nomade se réunit avec ses potes dans ce qui ressemble très fort à un État, et qui va devenir donc peut-être le plus grand État de l'histoire de l'humanité, c'est pour lutter contre la notion même d'État. Voire carrément pour démonter la civilisation sédentaire, puisque le mode de vie nomade est tellement plus sain, tellement plus égalitaire, communautariste, familial, et si ces théories étaient conçues aujourd'hui, tellement plus éco-responsable, tellement plus décroissant et zéro déchet, tellement que ce mode de vie en deviendrait hors du temps. Ainsi, Deleuze et Guattari résument, c'est vrai que les nomades n'ont pas d'histoire, ils n'ont qu'une géographie. Après le point Godwin, découvrez le point Sarkozy. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Bref, certains s'accrochent au délire tribal, voire déni tribal, alors même qu'en termes de logique pure, c'est difficile à justifier.
Ainsi, à l'argument « c'est quand même bizarre que votre modèle tribal ne colle ni aux réalités ethnographiques constatées ces 70 dernières années, ni aux sources qu'on a des grandes entités politiques nomades du passé », on va souvent vous répondre « oui, mais parce que le nomade, il oublie le système tribal quand il est dans un pseudo-empire, et quand celui-ci se casse la gueule, le nomade revient naturellement au système tribal dont je viens pourtant de te dire qu'il l'avait oublié entre-temps. » C'est vrai que c'est limpide dit comme ça. Donc par exemple, si vous dites que l'Empire mongol n'avait a priori rien de tribal, et on va le voir ensemble, on vous répondra le plus souvent « mais si, mais les Mongols étaient tribaux, mais avant la constitution de l'Empire », soit à une période où globalement on n'a pas masse de sources pour le justifier, comme c'est pratique, et d'ailleurs le peu de sources qu'on a va plutôt dans l'autre sens, ça aussi on le verra. Et après l'effondrement de l'Empire, les nomades recréent de nouvelles tribus, mais vu que c'est dur d'imaginer des ancêtres communs à ces membres, puisque c'est des tribus toutes neuves, on va parler de tribus artificielles. C'est dingue, ça rame pas du tout comme modèle théorique. Bref, tribus artificielles, tribus composites, états tribaux, dans le genre obstination, on peut toujours aller plus loin. Nikolai Kradin, par exemple, anthropologue et archéologue russe, a tant de mal à dénier la notion d'état à ces entités politiques nomades qu'il préfère parler, même pour l'Empire mongol, de chefferie super complexe. La plus vaste entité politique de l'histoire de l'humanité, en plus très centralisée pour le coup, serait une chefferie super complexe. Ah non mais moi je vous laisse le temps de digérer ce culot, je vais boire un café, tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste? Raciste? Moi raciste? Bon, rien que là, vous devriez donc déjà vous dire que ça pue un peu, cette histoire de tribu et ce qui va autour. Déjà peut-être parce qu'appliquer un même concept à des groupes humains divers, sans contact entre eux, vivant sur 4 continents différents, sur plusieurs milliers d'années d'écart, en partant du principe qu'ils n'ont jamais évolué depuis ce stade primitif, c'est un peu arbitraire. Ah un peu quand même, juste un peu. Ce qui n'a malheureusement pas empêché que beaucoup d'entités politiques non occidentales ont ainsi été classées comme tribus, par opposition aux États modernes occidentaux, centralisés, bureaucratiques, territorialisés, avec monopole de la violence et tout le tout-team. Sauf que ces tribus, comme on l'évoquait tout à l'heure, elles ont été réétudiées depuis, et notamment depuis la période postcoloniale, et bizarrement, aucune ne colle aux théories d'une société définie par les liens du sang, avec un ancêtre commun, etc. On verra en revanche tout à l'heure ce qu'on y a trouvé à la place. Bref, ça signifie en tout cas que même sur le terrain, cette idée de tribu ne semble pas coller, et ce même malgré les variations du modèle tribal. Car comme on l'évoquait, beaucoup se sont attachés à développer des nuances de celui-ci pour essayer de le faire correspondre coûte que coûte à ce qu'ils étudiaient, plutôt que d'envisager que le concept original était peut-être pas bon, voire un peu subjectif, voire trop ethnocentré. Ainsi, la variante importante du modèle tribal, pour nous, si vous devez en retenir une, c'est l'iconique clan conique. Au sein d'une société à la structure tribale, la position sociale d'un individu est établie par sa position dans la généalogie commune à la tribu, les clans descendant des fils aînés de l'ancêtre commun, prévalant sur les autres, et ainsi de suite. Et ça semble déjà mieux coller aux nomades d'Asie centrale. Ça paraît même moins essentialisant et méprisant, puisqu'un compromis est cherché entre la société primitive et la société étatique. Comme le dit Simon Berger, dans la conception de l'histoire qui voit dans l'organisation tribale un stade primitif de l'humanité et dans l'État la marque de son accession à la maturité, le clan conique représente un stade évolué de la société tribale, dans laquelle une complexification des rapports sociopolitiques s'est opérée, sans pour autant atteindre encore le niveau de l'État et de la société de classe. En gros, c'est pas une tribu, c'est pas un État, mais c'est un peu structuré quand même. Donc s'il y a un gonze à la tête du bordel, on l'appellera pas roi, seigneur ou empereur, parce qu'il faut pas non plus déconner, ça c'est pour nous, mais, et on verra tout à l'heure que ce glissement sémantique a eu et a encore beaucoup de succès, on peut l'appeler chef, pour désigner, dans les deux cas, un souverain, à la tête de sujets sur lesquels il exerce un certain contrôle, etc. Mais c'est pas pareil quand même. Faut bien mettre une distinction entre eux et nous. Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? C'est un tas de choses, voilà. Lesquelles? Comment? Qu'est-ce que vous avez de plus que moi? Dites-le vite! Et tout ça est d'autant plus hallucinant qu'à l'inverse, et c'est là que ça devient vraiment très très drôle, l'examen des entités politiques européennes, avant, disons, le XVIIIe siècle.
soit un gros siècle à peine avant que Weber ne donne sa définition de l'État. Eh bien, cet examen, il ne permet pas de coller justement à cette définition weberienne de l'État, centralisé, bureaucratique, territorialisé, monopolisant la violence, etc. Smith montre ainsi du doigt quelques exemples. Les frontières de ces royaumes dynastiques étaient souvent ambiguës. Les domaines des empereurs romains germaniques Habsbourg des XVIe et XVIIe siècles par exemple, étaient dispersés dans toute l'Europe centrale et englobaient des domaines qui rendaient hommage à d'autres monarques, comme le roi de France. L'Église catholique romaine a conservé un certain contrôle sur les royaumes européens, même les plus centralisés, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Jusqu'à ce que l'État bureaucratique moderne commence à se développer dans le nord-ouest de l'Europe à partir du XVIe siècle, les monarchies dirigeaient en fait des ensembles d'aristocrates qui, à leur tour, gouvernaient leurs sujets locaux et avaient tendance à exercer eux-mêmes de nombreux pouvoirs de gouvernement, tels que la fiscalité et l'application de la loi. Donc attendez, si je comprends bien, et que j'applique cette théorie évolutionniste, à l'État français par exemple, ça veut dire que les chefs suprêmes de la tribu des Français, nomadisant de château en château, pour mieux contrôler les chefs de clans locaux, commencent à centraliser, à partir notamment de Louis XI, en luttant précisément contre ces chefs de clan, comme par exemple le chef du clan Bourbon, Charles III, qui est maté par le chef suprême François Ier, du sous-clan Angoulême, du clan Valois, lui-même sous-clan capétien. Et c'est ainsi seulement vers les XVIIe-XVIIIe siècles que le chef suprême des Français, devenu chef super complexe depuis qu'il a conquis d'autres territoires de par le monde, par exemple en Amérique, arrête de nomadiser pour devenir sédentaire à Versailles et achève de soumettre complètement les chefs de clan à son autorité. Louis XIV est ainsi le premier à passer en France de chef super complexe de la tribu des Français à monarque absolu centralisateur de l'État français. J'ai bon? J'ai bien appliqué la théorie évolutionniste? Ah bah non, pardon, je suis con, j'ai oublié, quand je vous dis que je suis nul en anthropologie. Nous, on a le féodalisme. C'est pas pareil, c'est un phénomène tellement particulier et unique qu'il ne rentre pas dans l'évolution classique des sociétés. Dites, question de profane, quand on commence à faire des particularismes au sein d'une théorie scientifique à tendance universaliste, et à plus forte raison, quand on fait ces particularismes pour définir la société qui elle-même a pondu la dite théorie comme n'étant pas une société comme toutes les autres, il est peut-être temps de reconsidérer la validité de la dite théorie, non? Mais là, vous allez me dire « Tu es gentil, jeune woke islamo-gauchias ethno-masochiste, tu papotes, n'est-ce pas? Mais prouve-le-nous que le concept de tribu vaut pas tripette !» Je le répète, je ne suis pas vulgarisateur en anthropologie. Et vous ne venez d'ailleurs pas pour ça. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la méticuleuse remise en question de cette théorie par les anthropologues eux-mêmes depuis plusieurs décennies. Ce serait long et fastidieux, je la résumerai plus tard. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, je ne vais pas juste vous dire « la tribu n'existe pas » et pas vous le prouver. Pour rester plutôt dans ce qu'on connaît sur cette chaîne, fort heureusement, l'aspect historique est déjà suffisamment éloquent à lui seul pour montrer que la tribu ne correspond visiblement pas à grand-chose. On va notamment le voir dans les sources, avec d'une part le choix et le sens des mots qui y sont employés, mais surtout de l'autre, la traduction de ceux-ci, qui pose de sacrées questions sur les méthodes des traducteurs quand même. Non mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères. Le français vous suffit. Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire, alors pourquoi je me casserais le cul? Déjà, il est fort éloquent que les termes sur lesquels on a jeté les bases du modèle tribal ne semblent aucunement, en réalité, refléter une quelconque logique tribale. Revenons-en par exemple à la tribus et au gens latin, à la philae et au génos grec, qui selon Morgan désignaient des groupes pré-étatiques liés par le sang. Bah non, l'historien Chester Starr en 1961 disait déjà que le génos n'est devenu important que lorsque les aristocrates ont commencé à jouer un rôle central dans la vie politique grecque. Deuxièmement, la philae ne semble pas avoir été une unité de parenté, mais une unité administrative, dans laquelle les gens étaient enregistrés pour les besoins du gouvernement civil et militaire local. Retenez-le ironiquement aussi, ça, pour les prochaines vidéos, vous verrez, ce sera rigolo. Et pour tribus, c'est pareil, ça désigne plutôt à l'origine une partie de l'élite romaine. Et les tribus celtiques ou germaniques, me direz-vous? C'est bien là une partie des débuts de l'histoire de la société européenne, où prévalaient les rapports familiaux, claniques, etc. Et si on les appelle tribus dans notre langue latine, il y a bien une raison. Non, les sources latines ne les appellent pas tribus, elles les appellent civitas, cité, état, ou natio, nation, peuple, race. Zut alors. Bon, alors dans le même genre, quels sont les termes employés par les chroniqueurs chinois pour parler des nomades et quels en sont leurs sens?
Non, parce que ça, on l'a pas inventé au 19e, que les sédentaires chinois méprisaient les nomades. Faut pas déconner, ça doit donc bien se ressentir dans leur vocabulaire, non? Eh ben, pas plus que dans le nôtre à l'époque. Ou, si c'est le cas, pas du tout de la manière dont on l'imaginerait spontanément. Le plus courant de ces termes est bu. Bu a pour sens groupe, section, division, unité, et particulièrement unité militaire. Et d'autres termes en ont été tirés. Déjà, buluo, luo signifiant village, campement. Buluo implique donc une association entre une unité, militaire ou non, et un groupe de population ou d'habitation, qu'on pourrait traduire donc par milice-campement ou unité de campement, comme le propose Simon Berger. Mais ce n'est pas le seul dérivé de bu. Bu? Excusez-moi, je suis confus. Bu? Il y a aussi bushing, plus rare, même si shing tout seul est couramment usité. Shing signifie surnom, nom de famille, nom de lignage, et désigne par extension le lignage portant ce nom. On le trouve donc dans un contexte strictement aristocratique, pour désigner par exemple la confédération turque des Tahuz Orhuz, les 9 Orhuz, qui devient Qiushing en chinois, c'est-à-dire les 9 noms de famille. Bushing avait donc le sens d'unité de nom de famille pour tenter de réunir Bu, Buluo et Shing en un seul terme. Mais ça fut assez vite abandonné. Le dernier dérivé de Bu est le plus éloquent, Buzu. Buzu chez vous. Zu signifiant lignée, famille, groupe de descendance, clan, d'où unité de descendance. Ha! Bah tu vois bien Jean-Michel Wauque, là on est sur de la bonne grosse tribu, façon Lewis Henry Morgan, qui parlait d'unité de descendance. Faut pas déconner. Et ben non. Christopher Atwood a creusé autour de l'apparition de ce terme, et le résultat est plus que cocasse. Buzu apparaît au Xe siècle, sous les Tang postérieurs, une dynastie d'origine turque château, nomade donc, qui régnait sur une partie du nord de la Chine. Et pourquoi le terme apparaît? Eh bien, pour créer une adéquation des structures sociales nomades au canon confucéen chinois, qui en matière de politique valorise la filiation patrilinéaire, par le père. Comme le clan conique, du coup. Eh bien, apparemment non. Les lettrés chinois pensent précisément que les nomades sont parfaitement dépourvus de toute notion de filiation patrilinéaire. En gros, leurs vieux, ils s'en foutent. Papa, pépé, rien à péter. Bon, déjà, on voit bien que Buzu ne désigne pas ici le groupe entier de ces Turcs châteaux, mais bien le lignage aristocratique à leur tête qui se retrouve à régner en Chine du Nord. Tous les Turcs châteaux ne faisaient pas partie de la dynastie des Tang postérieurs, soyons logiques. D'où la traduction de Buzu que propose Simon Berger, unité lignagère. Mais c'est pas ça qui est le plus important pour nous ici. Ça signifie donc que le terme Buzu a été créé à contre-cœur par des lettrés chinois pour légitimer aux yeux des sujets Han, confucéens et de leurs habitudes politiques le gouvernement de ces Turcs châteaux qu'ils voyaient comme des barbares incapables d'administrer un État, puisqu'un foutu, contrairement à eux, de connaître leurs ancêtres paternels, preuve pour les Chinois de civilisation par excellence. Nous admirons l'étonnante ingéniosité de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'esprit chinois. Autrement dit, la meilleure preuve de la validité du modèle tribal dans les sources chinoises est donc pourtant l'exact inverse de ce que voudrait le modèle tribal. Comme le dit Christopher Atwood, l'idée d'une société fondée sur la parenté, inventée en Europe pour expliquer en quoi ces sociétés étaient radicalement différentes de celles des États civilisés, a été inventée en Chine pour montrer en quoi les sociétés barbares étaient en fait assez semblables aux empires civilisés de la Chine. Cet épisode est plein d'ironie, hein. Rappelons d'ailleurs que dans les sources officielles mongoles en chinois, on a plus ou moins viré Buluo et Buzu, unité de campement et unité lignagère, au profit du plus simple Bu, unité, parce que les autorités mongoles trouvaient ces termes assez péjoratifs. Créés pour désigner les groupes de population non chinoises, notamment de la steppe, ils dénotaient, selon les Mongols, une certaine barbarité. Alors imaginez 2 secondes si on leur avait servi des termes aussi primitivistes, disons, que tribus. Je précise d'ailleurs, cerise sur le gâteau, que ces termes ne sont pas employés pour parler des entités politiques nomades dans leur ensemble, mais dans leur subdivision. Pour désigner ces entités, comme l'Empire mongol ou l'Empire Xiongnu, les sources chinoises parlent en ce cas de guo, État, royaume, empire. Pas confédération ou ensemble de tribus, hein, ne serait-ce que parce qu'ils emploient aussi guo pour parler des royaumes sédentaires. Bref, on voit donc bien que Bu, Buluo, Buzu, Bushing et Shing ont des sens assez différents et qui soulignent moins l'idée d'une parenté commune au sein d'un groupe humain
anarcho-chaotico-tribalesque que la présence de lignages aristocratiques à la tête de ces groupes, en même temps que d'une rigoureuse administration et division de ces groupes en plusieurs unités territorialisées. C'est pas le bordel, hein, loin de là. Il n'y a pas de tribus qui tiennent. Plus que les voyageurs occidentaux en Asie, en Afrique ou en Amérique, jusqu'au XVIIe siècle, ne parlent de tribus. Ils parlent de nations, de peuples et de rois. Polo parle au XIIIe siècle de seigneurs, féaux et chevaliers à la cour de Kubilai, Schildberger parle au XVe siècle de rois au sein de la Horde d'Or, Las Casas parle en 1552 de princes et de seigneurs pour évoquer la caste dirigeante chez les populations mésoaméricaines, etc. Ou quelle est là-dedans la tribu? Eh bien, au XIXe, où on commence à parler de tribus et de chefs. L'anthropologue Elizabeth Colson explique ainsi ce tournant pour l'exemple américain. Au XVIIe siècle, lorsque les explorateurs et les colons anglophones traitaient avec les Amérindiens comme des sociétés politiquement indépendantes, ils les qualifiaient couramment de nations, les plaçant ainsi sur un pied d'égalité avec les nations européennes. Mais au fur et à mesure qu'il devenait possible d'ignorer et peu pratique de reconnaître la pleine souveraineté des rivaux amérindiens avec lesquels les colonies anglaises se disputaient les terres et la domination politique, le terme « nation » a cédé la place à celui de « tribu » qui impliquait un statut politique inférieur. Pareil, si on trouve de tels tableaux et portraits des XVe jusqu'au XVIIe siècle, montrant des aristocrates africains en riches tenues occidentales, notamment au Portugal, et qu'on n'en trouve guère plus après, c'est parce que les élites européennes ont d'abord travaillé main dans la main avec les élites africaines, se partageant les bénéfices du commerce, notamment d'esclaves, qui se mettaient alors en place, puis qu'il est devenu plus intéressant ensuite de se passer de ces intermédiaires locaux et de ne plus les considérer comme des égaux. D'où d'ailleurs le glissement similaire de seigneur ou roi à chef. Smith dit ainsi que, malgré l'importance de l'économie capitaliste du colonialisme, l'aristocratie jouissait encore d'un grand prestige en Europe, et l'usage des titres avait d'importantes implications politiques et diplomatiques. Donc, roi, c'est chez nous, chef, c'est chez eux. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Et surtout, ne vexons pas nos aristocrates. Il rappelle par exemple que les petits souverains irlandais du 7e siècle, qui chacun ne devait pas gouverner plus de quelques milliers de bouseux sur leurs cailloux herbeux, et qu'on ne peut pas non plus qualifier de superpuissance civilisée, c'est loin d'être Byzance le bousin, ils sont appelés rois, il n'y a pas de doute. Mais le souverain héréditaire des Bemba en Afrique australe, connu des Occidentaux depuis le XVe siècle, gouvernant dans les 140 000 aristocrates et roturiers au XIXe, on l'appelle chef suprême. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir? Mais non. Ça ne vous dérange pas qu'il soit noir? Non. Vous n'êtes pas raciste? Mais non. Vous n'êtes pas raciste? Quelle idée. Moi non plus. Quelle horreur. Quelle horreur. Ainsi, comme le synthétise Simon Berger, le discours évolutionniste sur la société primitive et la tribu est par ailleurs venu à l'appui de l'impérialisme européen dans l'élaboration d'une altérité radicale des sociétés extra-européennes vis-à-vis de l'Occident, justifiant la mission civilisatrice des puissances coloniales supposées plus avancées. Le mot « tribu », rationalisé dans son usage afin de désigner des entités d'échelle réduite, moins centralisées et territorialisées que l'État, sert ainsi à tracer la ligne du grand partage entre l'Occident, civilisé, et le reste du monde. Vous n'êtes pas convaincu par toutes ces analyses wokistes réalisées a posteriori, je comprends parfaitement. Mais les traductions ne mentent pas, elles, sur le virage qu'a alors pris l'historiographie. Ainsi, assez logiquement d'un point de vue culturel, mais horriblement d'un point de vue méthodologique, elles changent elles aussi à partir du XIXe et de l'apparition de la théorie évolutionniste. Tout à coup, des termes pourtant visiblement non tribaux à l'origine se retrouvent traduits de manière tribale. Donc, à partir du XIXe siècle, on se retrouve à dévoyer des sources plus anciennes en y injectant des notions pseudo-anthropologiques qu'elles ne portent pourtant pas initialement, et ce, auprès des profanes et des étudiants notamment, qui, ne parlant pas forcément le chinois, le mongol ou l'arabe, etc., ce qui nous concerne, ont besoin des traductions. Ce qui risque quand même pas mal d'influencer la production historiographique de ces étudiants et de ces profanes ensuite, et pas forcément en bien. C'est pas pour rien qu'on demande aux étudiants de maîtriser une partie des langues du corpus qu'ils vont étudier. Donc bref, je veux bien, traduttore traditore, traduire c'est trahir, enfin là on est sur de la bonne grosse trahison quand même. Prenons Plancarpin, qu'on a vu ensemble. Dans son texte latin, pour désigner les seigneurs occidentaux, latins ou orthodoxes, et les seigneurs mongols, il parle de dux, indifféremment. Donc les premiers traducteurs, comme Hakluyt au XVIe siècle, traduisent ça par duc. Logique, le mec il a pris son gaffio et il a fait son boulot.
Mais bizarrement, à partir du 19e siècle, vient s'installer une distinction, comme chez Rock Hill en 1900 ou Dawson en 1955, Dux reste duc pour les latins et les orthodoxes, mais devient chef pour les mongols. Oui, mais t'abuses, Plancarpin il projetait lui-même ses conceptions occidentales du pouvoir sur ce qu'il voyait des mongols, ça vaut pas beaucoup mieux. Peut-être, mais s'il y a un truc de sûr, c'est que c'est pas au traducteur de vouloir corriger le tir. Autre exemple, Christopher Atwood, à propos de la traduction par Burton Watson du Shiji de Sima Xian, l'historien chinois mort au 1er siècle avant notre ère, bon, on s'en fout un peu, je suis d'accord, relève carrément des rajouts du mot tribu en ce qui concerne les Xiongnu, puissant empire nomade de l'Antiquité. Donc on n'est même plus que sur des traductions orientées là, on a carrément des rajouts. Ah, la traduction, cette discipline où il est vivement conseillé de modifier le sens original d'un texte pour correspondre aux conceptions de la société depuis laquelle on écrit, c'est bien connu. Ce qui implique limite d'ailleurs de considérer que l'auteur qu'on traduit est trop con pour savoir de quoi il parle, quand bien même il témoigne de son époque et de son contexte socio-culturel, hein. Alors que nous, forcément, on sait... Mais toi progresser, toi améliorer ta langue dans notre pays. Ainsi, le chinois des seigneurs et des princes jusqu'en bas devient des chefs de la tribu jusqu'en bas. Ils honorent ceux qui sont forts et en bonne santé devient la tribu honore ceux qui sont forts et en bonne santé. Tous sont du type dit devient tous appartiennent à la tribu dit. Et barbare étranger du sud-ouest devient tribu de la région ou tribu barbare. Et c'est pas tout. Mieux encore, dans cette même traduction, le terme « tribu » n'est pas inséré dans les chapitres sur les peuples sédentaires voisins, où les termes chinois employés sont pourtant les mêmes que pour les Xiongnu, notamment le fameux « guo », État, royaume, empire. Donc, comme avec le Dux de Plancarpin, on se remet à faire des distinctions pour un terme identique au KLM. Pareil, sans surprise, avec les fameux Bu, Buluo, Buzu, Buxing et Xing qu'on évoquait tout à l'heure et qui avaient des sens assez différents. Comment les a-t-on traduits? Bu, tribu. Buluo, tribu. Buzu, tribu. Xing, clan. Ou tribu. Et on le verra, c'est pareil dans les vocabulaires arabo-persans et mongols, où les termes désignant les nomades sont variés, mais la plupart du temps tous traduits par tribu ou clan. Donc en gros, quand vous avez un doute, mettez tribu, voilà, ça passera. Et cette tribalisation dans la traduction a d'ailleurs contribué, avec le reste de ce qu'on a vu, à orienter vers un mauvais usage, en plus d'une mauvaise lecture, des sources, et de manière assez paradoxale d'ailleurs. Je m'explique. Ainsi, une grande part des historiens, pour ce qui est de l'Empire mongol, ont pendant longtemps considéré que, notamment du fait de cette double opposition sédentaire, nomade, État, tribu, eh bien, on ne pouvait pas trop faire confiance à ce que ces sources chinoises ou arabo-persanes par exemple disaient des Mongols. Même celles écrites sous domination mongole, comme par exemple dans la Chine des Yuan ou dans la Perse des îles Han. Elles les déconsidèrent forcément, puisque leurs auteurs considèrent les nomades comme des barbares. En même temps, si on traduit à chaque fois une demi-douzaine de mots différents par tribu, tu m'étonnes qu'on dise que ces sources voient les nomades comme des barbares. C'est pas les sources le problème, c'est pas gentil de leur foutre ça sur le dos. Bref, à l'inverse, il aurait ainsi fallu privilégier la seule sacro-sainte histoire secrète. Pourquoi ? Parce que c'était la seule source mongole qu'on avait de cette époque-là. L'histoire secrète serait donc ainsi moins péjorative, voire carrément ce qu'on peut trouver de plus objectif. Pur réflexe, me direz-vous, et qui va plutôt dans le sens de ce que j'évoque aujourd'hui, ne pas déconsidérer les Mongols et les nomades en général, en s'intéressant d'abord à ce qu'ils disaient d'eux-mêmes. Jean-Michel Wauque devrait être content. Oui, mais non. Désolé. Vous êtes désespérant. Bon, déjà, ça lui a pas épargné pour autant la tribalisation de sa traduction, on y reviendra. Mais en plus, pire, ça a conduit à ce que Christopher Atwood appelle le Secret History Fundamentalism, qu'on voit encore à l'œuvre aujourd'hui, ne serait-ce que dans beaucoup d'ouvrages de vulgarisation et de documentaires, à savoir reconsidérer, et carrément corriger, les infos que nous donnent les autres sources, chinoises, persanes, mamelouks, latines, arméniennes, etc., qu'on a sur les Mongols, en fonction des seules informations que donne l'histoire secrète. Alors, je suis pas historien, ça c'est sûr, mais c'est pas très la méthode tout ça quand même. Déjà, les sources non mongoles écrites sous domination mongole étaient précisément rédigées sous un certain contrôle des Mongols, voire directement à la demande du pouvoir mongol, qui risquait donc de mal prendre un mépris des nomades dans le texte. L'exemple du retrait de Buluo et Buzu dans les sources chinoises qu'on évoquait juste avant l'illustre bien. Donc se priver de cette part de l'historiographie impériale mongole, c'est déjà un peu dommage, voire très con. Ouais oh, ça va,
Je veux dire, pendant 150 ans, les historiens, ils ont essentialisé les nomades, et ils se sont foutus de la gueule à moitié des chroniqueurs médiévaux. Je peux bien faire un peu pareil, gentiment. Je chambre, quoi. Mais en plus, Christopher Atwood a montré que non seulement l'histoire secrète n'était pas la seule source mongole d'époque, c'est seulement la seule à nous être parvenue en entier, hein, il y a une grosse nuance, mais qu'en plus, ces sources non mongoles, écrites sous domination mongole, étaient elles-mêmes tirées partiellement de ces documents mongols, aujourd'hui disparus. Je m'explique. Par exemple, il a montré que le Shengwu Tingzhenlu chinois et une partie du Jami at-Tawarikh persan de Rashid ad-Din se sont ainsi tous deux inspirés de la chronique authentique de Chinggis Khan, un texte bilingue mongol et chinois, écrit à la cour de Kubilai et disparu depuis. Mais non, hein, les sédentaires disent forcément de la merde sur les nomades, concentrons-nous toujours sur la sacro-sainte histoire secrète, sans jamais trop réfléchir au fait que le bestiau en question, écrit à la cour mongole, est peut-être un chouïa orienté. Un chouïa. Ça, on y reviendra dans la dernière vidéo de la série sur Chinggis Khan. Bon, maintenant c'est bon, vous avez l'idée. Le modèle tribal semble clairement influencé par la pensée coloniale et eurocentrée du 19e siècle, et s'est insidieusement glissé dans la science historique. Qui plus est, comme on l'a entreaperçu, la tribu comme société primitive préexistant à l'état centralisé, sédentaire, avec des revenus générés par l'accumulation de biens, notamment grâce à l'agriculture, ça marche mal, notamment chez nos nomades d'Asie centrale. On va donc voir ce qu'il y a à la place selon ce courant révisionniste, c'est pas trop tôt, je sais, et si c'est compatible ou non avec la notion d'État. Tenez, rien que ça. Si on suit le schéma classique, le pastoralisme nomade par exemple, devrait préexister à l'agriculture qui est plus civilisée. Non plus. Le pastoralisme nomade est apparu au plus tôt au milieu du 2e millénaire avant notre ère, là où l'agriculture existait dans les régions steppiques qui nous intéressent, dès le 6e millénaire avant notre ère. Nomades qui d'ailleurs n'ont jamais arrêté complètement l'agriculture. Les exemples sont nombreux. Nomades qui d'ailleurs, puisqu'on en parle, le sont même pas tant que ça. Nomades. T'es dedans? Si. Vous n'êtes pas sans savoir que les routes nationales sont interdites aux nomades. Nomades? Mais je suis pas nomade, moi. De fait, l'image du nomade des steppes libre d'aller où il veut avec ses troupeaux, ce qui l'affranchirait de toute obligation d'affiliation politique territorialisée, disons, c'est un contresens total. Prenons l'exemple mongol, qu'on retrouve aussi chez les Turcs et probablement ainsi chez beaucoup d'autres nomades d'Asie centrale, à travers l'histoire. Je rappelle que la prochaine fois, on étudiera précisément l'idée de continuité socio-culturelle chez les nomades d'Asie centrale. Je suis donc pas non plus en train de sortir un cas particulier pour en faire un cas général, promis. Bref, les Mongols, au sein de leur territoire de nomadisation, le Nuntur, qui était précisément défini, on y reviendra, alternaient entre pâturage d'été, le Yaylach, et pâturage d'hiver, le Rishlach. Pâturage scrupuleusement défini et circonscrit, pas par n'importe qui, mais par une partie de l'élite même des entités politiques nomades, que les Turcs appellent Arsakhal, les barbes blanches. Elles seules savaient la répartition des points d'eau et des pâturages, les qualités respectives de ceux-ci, les cycles de régénération des herbages, la salinité des eaux, etc. Simon Berger les décrit ainsi. Le terme avait moins à voir avec l'âge nécessaire pour acquérir tous ces savoirs qu'avec un statut social. Ces Arsakhal, chargés du commandement, de la gestion du campement et de l'attribution des pâturages aux différentes familles, étaient systématiquement choisis dans les mêmes lignages dominants et détenant le monopole de ces informations, qui justement ne pouvaient s'apprendre, mais se transmettaient par le lait et le sang de la mère. On le voit, il était donc strictement impossible aux éleveurs nomades d'aller librement au sein de la steppe et de quitter à leur gré leur nuntur et leur campement, auxquels ils étaient étroitement liés. Il existait une véritable territorialité des nomades de la steppe, dans laquelle s'enracinaient les nomades. C'est donc la notion même de nomadisme qui serait sans doute à remettre en cause, ou du moins à nuancer. Donc quand je vous disais que c'était rigolo de retenir l'idée d'opposition entre sociétés fondées sur la famille et celles fondées sur le territoire comme échelle de civilisation, et ben voilà, il n'y a rien qui colle. Les nomades fonctionnent moins peinards en famille que soumis à des seigneurs, et ils ne peuvent pas beaucoup plus bouger que nos serfs médiévaux. Donc c'est peut-être pas que le modèle tribal qui est à remettre en jeu, mais comme on l'a déjà un peu vu, peut-être aussi la définition de l'État communément admise. On a ainsi vu tout à l'heure comment la définition wéberienne de l'État ne s'applique que de manière assez réduite, même à l'histoire européenne qui est pourtant supposée la corroborer. Du coup, suivant cela Michel Foucault et d'autres, qui ont donné des définitions plus variées, plus inclusives, plus larges de l'État, eh bien Smith préfère envisager celui-ci, pour faire simple, comme un système de relations sociales. Et tout de suite, ça colle beaucoup mieux à ce qu'on observe dans la steppe. Car à défaut de système tribal et d'État centralisé,
Ce qui se dégage autant des sources que des différentes études anthropologiques menées parmi des populations nomades eurasiatiques, comme les Turkmènes Yomouts du sud de la Caspienne, les Pashtuns d'Afghanistan, les Bakhtiaris d'Iran, les Kirghizes, les Kazakhs, etc., c'est non seulement la présence récurrente de groupes aristocratiques au sein de ces entités politiques, mais surtout à leur tête, précisément. Now you listen to me, you grubby little commoner. You'll work my fields for pittance and you'll be thankful. Otherwise I'll throw you off my land and give your job to... What's that one called? That's Phil. Phil. Your job will go to Phil. Got it? Ceux-ci dirigent donc bel et bien leur sujet, ne serait-ce que parce qu'ils possèdent les territoires sur lesquels ils nomadisent, prélèvent des taxes, soumettent de plus petits aristocrates, imposent des corvées, font respecter des codes de loi, etc. Donc même s'ils ne centralisent pas systématiquement, ça rassemble quand même pas mal de critères qu'on associe souvent à l'État. Shu Ting, ambassadeur Song chez les Mongols en 1233-1236, illustre clairement cet ordre social. Et non, hélas, Shu Ting n'a pas pris de photo. Dans ce pays désertique que moi, Ting, j'ai traversé, chacun, depuis le souverain des Tatars, les soi-disant impératrices, les princes, les princesses et jusqu'aux membres collatéraux de la lignée impériale, possède un territoire aux frontières délimitées. Toutes les familles de leurs gens fournissent du bétail, des chevaux, des armes, des hommes de corvée, de la viande de mouton et du lait de jument comme impôt, car les Tatars ayant divisé la steppe en domaines, tout le monde doit s'acquitter de l'impôt, et nul, qu'il soit noble ou roturier, n'en est exempt. Bon, ok, l'exemple n'est peut-être pas le meilleur, puisqu'il évoque une entité nomade, certes, mais impériale et centralisée, qui ressemble donc beaucoup, même pour les plus rétifs, à un État. Mais des exemples similaires, sans centralisation cependant, il y en a aussi toute une tripotée, impliquant que la notion d'État non seulement s'applique aux nomades, malgré ce que les plus réactionnaires peuvent encore en dire, mais en plus pas qu'occasionnellement, de manière continue, ce que Simon Berger a démontré et qu'on verra la prochaine fois. En attendant, Smith en cite un super exemple. Le 20 septembre 1640, une grande assemblée se tint en Mongolie occidentale. Y participaient les plus puissants seigneurs des steppes de l'Eurasie orientale, les Khan Zazaktu et Tushietu de la Khalkha, Mongolie extérieure, les souverains Oirat Erdeni Bahatur Khun Taiji, Hu Urluk Taishi et Guishi Khan, ainsi qu'une vingtaine d'autres nobles de haut rang. Ils se réunirent pour former un nouvel État, Tere, et rédiger son code de loi. Mais bien qu'elle soit décrite en utilisant le terme d'État, la formation politique qu'ils créèrent semblerait impossible en termes de modèle weberien de l'État bureaucratique typique. Elle avait des lois, des dirigeants et des sujets, mais ni capitale, ni centre, ni souverain. Il s'agissait d'un État distribué, sans tête, formé de nobles indépendants et de leurs sujets, partageant un code de droit commun et un ordre social aristocratique. L'entité politique régie par cette loi n'était pas un empire au sens classique du terme, et n'avait rien d'un État centralisé. Le territoire de cette union n'était même pas contigu. Il comprenait les domaines de Hu Urluk Taishi sur la Volga, qui deviendront plus tard le Khana Kalmuk, à quelques 3000 km à l'ouest. Mais le code présente tout l'appareil d'État, à l'exception d'une autorité centralisée. Il mentionne des tribunaux, Orguge, des juges, Yarguchin, la conscription militaire et une hiérarchie de fonctionnaires. Il y avait des distinctions au sein de la noblesse et une série de rangs subalternes. Et cette hiérarchie et cette structure administrative étaient communes au domaine mongol, c'est-à-dire Tchingiside, et au domaine gouverné par les Oirat. Bon, j'entends déjà les plus rétifs dire « Oui, mais là on est au XVIIe siècle, après l'Empire mongol, qui via les civilisations sédentaires qu'il a soumises, a pu découvrir toutes ces notions d'État et les calquer sur ses propres habitudes de pouvoir. Ça, tu n'as pas démontré que c'était impossible. » Oui, c'est vrai, mais il y a bel et bien, avant comme après les Mongols, des États nomades non centralisés, donc sans tête, selon les termes de David Smith. Ou parfois quasi sans tête. Quasi sans tête? Comment peut-on être quasi sans tête? Comme ceci. On aura l'occasion d'y revenir, mais rien que la confédération Kipchak, qu'on appelle Kouman en Europe, ou celle des Archouz ou des Petchénègues, sont de bons exemples d'États sans tête. Bon, effectivement, quasi sans tête, puisque sur la fin, les Petchénègues ou les Kipchak, pour le coup, étaient peut-être un chouïa plus centralisé, dans le sens du moins où un lignage prédominait partiellement parmi les autres lignages de la Confédération. D'où le quasi sans tête. Et puis parce que c'était un peu rigolo aussi. En revanche, puisqu'on parle de lignage, et ça c'est très important, puisque ça a été interprété dans le sens du modèle tribal, ces aristocraties, elles sont bel et bien très friandes de leur généalogie, et se revendiquent en effet d'un ancêtre commun, mais qu'elles ne partagent en aucun cas avec leurs sujets. Sujets qui, malgré tout, prennent pour identité le nom de leur lignage dirigeant, d'où la tentation du modèle tribal et de l'ancêtre commun.
Ce qui ne devrait pourtant pas nous étonner. Tous ceux qu'on appelle mérovingiens ne descendent pas de Mérové. Ce sont des Francs, dirigés par la lignée princière des Mérovingiens, nom qui, par métonymie, désigne aussi leur sujet. D'ailleurs, la légende médiévale, apparue au 7e siècle au moins de Francion, prince troyen fondateur mythique de la lignée des Francs, ça ressemble quand même vachement à l'idée d'ancêtre commun présupposé, non? Comme Berthé-Chinois chez les Mongols. Du coup, quid? Les Mérovingiens tribus, Clovis chef super complexe. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse croisade. Il est d'ailleurs amusant de constater que dès les premières apparitions du mythe de Francion, au 7e siècle, la moitié du peuple troyen le suivant décide au Danube de ne pas aller vers le Rhin avec lui et de plutôt suivre un certain Torkoth, ce qui donnera les Turcs, à qui l'Occident prêtera bien vite une origine troyenne, leur fondateur Turcus étant le cousin de Francion. D'où le respect et l'estime que porteront les Francs aux Turcs durant les croisades, et que les Turcs comprendront pas forcément puisqu'ils connaissent pas cette légende. Allez, cousin. Mais revenons à Noyac, et illustrons l'existence de longue date de cette aristocratie nomade comme mode de gouvernement, avec ce qu'on a déjà vu ensemble. Oui, la vidéo est déjà pas mal longue, ce serait peut-être bien de commencer à illustrer. Prenons ainsi un exemple de l'histoire secrète souvent cité par Simon Berger, quand Temujin fait massacrer le clan de ses cousins rivaux Djurkin. Vous savez, Satchabeki, etc. Genghis Khan détruisit tous ceux qui avaient pour nom, au bord, Djurkin. Il fit de ce peuple-état, Ulus, et de son peuple, Irgen, son propre peuple, Emchu Irgen. Si on suit la logique tribale, où tous descendent d'un ancêtre commun, la première phrase implique qu'ils sont tous zigouillés. Dans ce cas, comment Temujin pourrait-il ensuite faire de leur Ulus, leur peuple-état, et de leur Irgen, leur peuple, son propre peuple? La logique révisionniste, en revanche, telle que la propose Simon Berger, s'applique beaucoup mieux. Le lignage aristocratique des Djurkin dirige ses sujets, les Irgen, à travers la communauté politique, qu'est l'Ulus, que leur nom de lignage, l'Obor, désigne dans son ensemble. Et ces termes, Obor, Ulus, Irgen, sur lesquels on reviendra dans les prochaines vidéos, et leurs équivalents dans les autres langues du corpus impérial mongol, on voit bien qu'ils posent problème aux traducteurs, dès lors que ceux-ci ont en tête le système tribal. Petit exemple? Allez, juste un ou deux. Marie-Dominique Even et Rodica Pop donnent de ce même passage l'empereur Tchinguis anéantit cette tribu des Djurkin, de leurs gens et de leur peuple, il fit ses gens, son bien propre. C'est pas très clair. Igor de Rachelvitz, lui, donne Tchinguis Khan détruisit tous ceux qui étaient du clan Djurkin, il fit de la tribu et de son peuple ses sujets personnels. C'est déjà un peu mieux. Urgunge Onon donne Tchinguis Khan détruisit le clan Djurkin, il fit de leur peuple et des tribus qu'il dirigeait ses esclaves. Alors là, pour le coup, c'est encore plus vague. L'idée est toujours plus ou moins là, mais ça colle pas, donc comme tout à l'heure, on fait des distinctions pour un même mot, voire on fait des rajouts, et pourtant ça reste toujours flou. Il vaudrait donc sans doute mieux pour la traduction se concentrer sur ces lignages aristocratiques en leur prêtant par exemple, pourquoi pas, le vocabulaire que nous employons pour désigner les nôtres au Moyen-Âge, comme le propose par exemple Simon Berger, en allant chercher du côté de la maison, maisonnée, ménie, avec ce que ça implique de parenté, de lignage aristocratique, etc. On y reviendra plus en détail la prochaine fois, parce qu'il faut parler de Claude Lévi-Strauss, etc., ça va être un peu long. Bref, dans tous les cas, ça a déjà l'air de mieux coller. Déjà parce que, contrairement à la tribu où c'est jamais très clair, une tribu, elle se subdivise en sous-tribus ou en clans, enfin bref, personne n'est jamais d'accord, alors qu'une maison, elle peut très bien se ramifier en différentes maisons. Votre maison sera un peu comme une deuxième maison. Par exemple, la maison capétienne a donné la maison d'Anjou, la maison d'Artois, la maison de Bourbon, la maison de Valois, celle-ci donnant elle-même les maisons de Valois-Angoulême, Valois-Orléans, etc. Et est-ce que ça marche aussi bien pour ce qu'on sait des nomades des steppes dans les sources? Alors, on le verra surtout en détail les prochaines fois, mais oui, carrément. Ainsi, si l'on suit Rachid ad-Din, Khaboul, Khan de la Khamag mongole, confédération mongole du XIIe siècle qu'on a vu en contexte dans cette vidéo, est le fondateur de la tribu, on va dire groupe, Khaum en persan dans le texte, des Khiyad, et a eu 7 fils. Fils qui à leur tour en ont eu et ont fondé leur propre tribu, comme Yisukei, petit-fils de Khaboul et père de Temujin. Yisukei, qui selon Rachid ad-Din serait ainsi le fondateur de la tribu, toujours Khaum en persan, des Borjigid. Si ce Khaum, ce groupe Borjigin, est pris comme une tribu, et qu'il en est le fondateur, donc disons l'ancêtre commun,
il n'y a que ses enfants dedans, donc sa tribu, elle fait quoi? Elle fait 7 personnes, c'est pas une tribu, c'est une famille, ça. Pourtant, Rashid ad-Din met ce groupe sur le même plan que les autres groupes des Mongols Nirun, aristocratiques donc, Taïchut, Jurkin, Chinos, etc., et ceux que leur groupe ait été fondé à la même génération ou plus tôt. Ce qui, selon le modèle tribal, devrait leur faire plus de membres, et donc rendre les plus anciennes plus importantes que les récentes. Mais si on prend plutôt Khaum ici comme une maisonnée de quelques personnes nobles à la tête de sujets constituant le gros de l'entité politique, et n'ayant donc rien à voir en termes de parenté avec leur seigneur, c'est déjà beaucoup plus logique. Après, on peut toujours contre-argumenter, je suis d'accord avec vous. Par exemple, ce même Rashid ad-Din, s'appuyant sur les registres généalogiques mongols à sa disposition, nous dit que du temps de Mongke, petit-fils de Temujin monté sur le trône impérial en 1251, il y avait 20 000 descendants de Chinggis Khan. De quoi faire une bonne tribu, là, quand même. 20 000 personnes, c'est maous. Que faire de cette info, du coup? Déjà, ça prête aux nomades un taux de natalité surnaturel, avoisinant celui de la gerbille. 20 000 rejetons en 2 générations, c'est-à-dire 20 000 cousins germains, pardonnez-moi l'expression, mais il devait avoir des sachets de thé à la place des burnes, les mecs. Énorme fardeau. Parfois, nos problèmes deviennent immenses. Et ils nous prennent la tête. Mais surtout, là encore, à force de comparer avec les autres entités politiques nomades, Simon Berger a trouvé un exemple éloquent de registre généalogique analogue, chez les Tsin cette fois, donc assez proche, dynastie d'origine Jurchen, donc Mandchou, régnant sur la Mandchourie et le nord de la Chine au XIIe-XIIIe siècle, jusqu'à ce que les Mongols précisément ne les virent. Exemple qui, curieusement, va lui aussi dans le sens de la maison, maisonnée, etc. Il avait ainsi été compté, pour l'année 1183, 28 790 membres du clan impérial résidant dans la capitale, répartis en 170 maisonnées. Or, qui était inclus dans ce nombre? 982 membres du clan à proprement parler, et 27 808 esclaves des deux sexes. Les registres mongols indiquaient d'eux-mêmes les membres du lignage impérial et leurs serviteurs qu'ils devaient entretenir, ce que Giovanni et Rashid ad-Din ont mal interprété, en faisant de l'ensemble des individus mentionnés des descendants de Chinggis Khan. Mais de façon intéressante, Rashid ad-Din a justement gardé de sa source d'origine que tous ces individus se répartissaient en maisonnées, khana, maisonnées, qui incluaient en fait une majorité d'individus n'ayant aucun lien biologique avec le clan impérial. Bref, on aura l'occasion d'y revenir en détail dans les vidéos à venir, qui vont permettre de clairement étayer tout ça. J'entends bien que là, je vous assomme de quelques exemples isolés les uns des autres, sans cohérence d'ensemble imparable, mais chaque chose en son temps. La série de vidéos sera plus convaincante qu'une seule, séparée des autres. Mais déjà, il semblerait bien, tout de même, que la société nomade eurasiatique se soit structurée en réalité autour de ces aristocraties, qui, loin d'être des chefs tribaux n'ayant d'autre choix pour garder leurs guerriers autour d'eux que de trouver du butin, s'avéraient en réalité très efficaces pour se maintenir dans le temps. Les exemples sont nombreux à toute époque, comme les Achinas, qui seraient selon Christopher Atwood d'origine Xiongnu, c'est-à-dire l'empire nomade ayant duré du IIIe siècle avant notre ère au IIe siècle après, Achinas qu'on retrouve à la tête du Haganah turc ensuite, au VIe, VIIe siècle, puis à celle du Khanat Khazar au 7e, 10e siècle, en même temps qu'à celle du Khanat Kharluk au 8e. Assez vertigineux aussi, le lignage des Bayundur remonte au moins au 8e siècle, où il fait partie de la confédération Kimek-Kipchak, avant de se joindre aux Oghuz, pour qu'on les retrouve un jour à la tête des Arkhoyunlu. C'est-à-dire qu'on a vu face à Mehmed II, au 15e siècle. Témur, lui, était du lignage des Barulas, qu'on a vu du temps de l'essor de Temujin parmi les entités politiques du plateau mongol, et qui perdureront via Babur jusque dans l'empire moghol. Les Oïrats, pareil, ils sont déjà là sur le plateau pré-Tchingiside mongol, et ils seront là encore jusqu'au XVIIIe siècle. Les Borjigides, la lignée de Chinggis Khan, se maintiendront jusqu'au XXe siècle. Donc, quand l'historien Soudjek décrit la Mongolie jusqu'à l'avènement du contrôle communiste au XXe siècle comme une confédération de groupes tribaux gouvernés par une double aristocratie de chefs tribaux laïcs et de chefs religieux bouddhistes, Sniss n'a pas tort de commenter « Cela revient à décrire les Habsbourg comme des chefs de tribu, puisque l'aristocratie borjigine de Mongolie était tout aussi bien établie et socialement élevée que les noblesses d'Europe. » Allons-y donc mollo sur les clichés, quoi. Alors, do you speak French? Vous parlez français? Parlez français? J'ai fait mes études à Paris, à la CTU. Ah, parfait. Bref, pour conclure et synthétiser la pensée de Sniss, citons Simon Berger, paradoxalement, mais il faut dire qu'il l'a très bien synthétisé, avant de voir la prochaine fois justement comment ce dernier a brillamment prolongé les travaux de Sniss
et contribuer à développer ce courant historiographique foutrement prometteur, puisqu'il pourrait bien changer notre perception d'une bonne part de l'histoire de l'Eurasie. Ces aristocraties étaient porteuses d'identité, de traditions et de capitaux économiques et symboliques, exerçant leur pouvoir sur des sujets qui n'avaient aucun lien de parenté avec leurs seigneurs et étaient subsumés sous le nom de ces derniers. Elles jouissaient en propriété des zones de pâturage, mais aussi de leurs sujets qu'elles considéraient comme leur patrimoine. Elles étaient détentrices d'un monopole de la force armée qui leur permettait d'asseoir leur domination sociale, politique et économique et d'imposer une fiscalité aux populations sujettes, qu'elles organisaient et gouvernaient de manière administrative. Cet ordre aristocratique ne nécessitait donc pas de figure centrale ou de structure centralisatrice surplombante pour fonctionner à la manière d'un État. Smith écrit « Les relations politiques des aristocrates déterminent la taille, l'échelle et le degré de centralisation du pouvoir politique. » Et plus loin, l'État centralisé, dont l'Empire mongol est l'exemple paroxystique, apparaît dès lors comme une variante de l'aristocratie. Autrement dit, les empires des steppes qui ont focalisé l'attention des chercheurs et dont l'essor était perçu comme l'émergence difficilement explicable de l'État au sein d'une société sans État, ne représentaient en fait que des phases de centralisation d'un ordre aristocratique étatique qui, hors de ces phases, était décentralisé et que David Smith appelle alors « the headless state », l'État sans tête. Ce point extrêmement important du modèle théorique de Smith a souvent été mal interprété par les commentateurs attachés au paradigme tribal. Il est crucial puisqu'il suppose l'existence permanente d'une organisation étatique au sein de la société nomade des steppes. Ce concept permet de voir des États aussi bien dans les confédérations supposées lâches comme celles des Arkhuz ou des Kipchaks que dans les différents groupes qui composaient le paysage politique du plateau mongol au moment de la naissance de Temujin, par exemple. Mais ça, on aura le plaisir d'y revenir dans 2-3 vidéos. En attendant, on a déjà vulgarisé les apports de Smith à ce courant révisionniste, et c'est déjà pas mal, et vous êtes désormais à séparer a priori, pour douter du bien fondé des termes tribu ou chef, peu importe à qui on les applique, et plus précisément en ce qui nous concerne, pour envisager les structures sociales et politiques des nomades eurasiatiques très différemment. Personnellement, j'ai halluciné quand j'ai appris que ces termes, que j'avais comme beaucoup banalisés, voire effectivement considérés comme scientifiques mais sans même y réfléchir, eh bien non contents de sortir de nulle part, étaient essentialisants et dégradants pour ceux qu'ils désignent. Je me suis senti con, je vous le cache pas. D'autant plus con qu'encore une fois, la gym intellectuelle requise par cette logique tribale est beaucoup plus acrobatique qu'avec cette logique aristocratique. Que n'a-t-on vu plus tôt que ça ne tenait pas la route? Même si certains, on le verra la prochaine fois, l'avaient déjà présumé assez tôt. A l'inverse, l'organisation aristocratique qui semble se dégager des groupes humains jusqu'ici appelés tribus, du moins en ce qui nous concerne avec les nomades d'Asie centrale, m'a elle paru beaucoup plus acceptable et plus logique à universaliser, s'il fallait à tout prix universaliser quelque chose, puisque c'est déjà ce qu'on désigne chez beaucoup de groupes humains divers à travers le temps et sur plusieurs continents. Mais chez les sédentaires, ceux qui construisent des trucs, et encore, des très très gros trucs, sinon c'est limite. Il se trouve que j'ai autre chose à foutre que de faire construire des baraques de 400 pieds de haut qui vont me coûter la peau des fesses. Ouais, en attendant, on n'a pas le choix. On va pas devenir une terre barbare, non? Outre l'Europe, on n'a ainsi aucun problème à appeler aristocratie les élites non occidentales japonaises, chinoises, incas, aztèques, arabo-persanes, slaves, indiennes, éthiopiennes, égyptiennes, etc. Mais je sais pas, dès que ça nomadise un peu ou que ça construit pas des trucs de 40 mètres de haut, on a déjà plus de mal visiblement. Alors même que les nomades construisaient très bien, ça on y reviendra. Bref, il y avait un gros biais, je l'avais pas vu, ça m'a remis à ma place, c'est pas plus mal. Et j'espère que ça vous parle aussi un peu. Mais vous restez sur votre faim et je vous comprends très bien. On n'a encore rien vu, ni rien justifié, je vous assure. Le meilleur reste à voir, avec les autres apports à ce courant, chez Atwood, chez Munkherdene, chez Poe, etc. Puisque une fois la boîte de Pandore ouverte, loin de tout résoudre d'un coup, les questions s'accumulent et s'articulent entre elles aussi efficacement, vous le verrez, que les tentatives de réponse qu'elles apportent. Ainsi, comme je l'ai déjà amplement teasé, c'est surtout Simon Berger qui s'est concentré sur cette continuité aristocratique dans l'histoire nomade eurasiatique, et du coup, sur l'organisation politique qui en découle et la permanence de celle-ci dans le temps. Car si l'État existe chez les nomades, ce qui semble désormais assez indéniable, quelle forme a-t-il? Comment s'administre-t-il? Et comment s'applique-t-il par exemple aux différentes populations, nomades ou sédentaires, qu'il régit? Ces vidéos, je vous le dis tout de suite, vont être les plus techniques de la chaîne. D'habitude, je vous raconte une chronologie, un bout d'histoire, un portrait, avec un peu d'analyse, par exemple, effectivement, là on a un silence des sources, là on a deux sources qui disent des choses différentes, etc.
Là, non, hein. On va causer concept, théorie et récurrence sur quasi 2 millénaires d'écart en faisant des allers-retours. Ça va être plus aride. Mais ça vaudra le coup. Et en récompense, vous aurez le meilleur pour la fin. C'est-à-dire que quand nous aurons vu tout ça, camarades, ce qui nous proposera donc une grille de lecture assez différente de l'histoire eurasiatique, vu l'importance régulière des nomades dans celle-ci, eh bien on pourra enfin re-questionner l'histoire de Temujin, de A à Z. Et vous risquez d'être surpris. Du moins, je l'espère. Parce que sinon, vu comment je vous ai bassiné avec tout ça, vous risquez de m'en vouloir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, pour me dire ce que vous en pensez, puis pour échanger entre vous tout simplement. Merci aussi évidemment énormément aux tipeurs et aux KissKissBankBankers, si ce terme existe vraiment, pour tout ce qui est des dons, etc. et du fait de financer la chaîne et moi avec, merci infiniment. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'un de ces deux sites, ça fera toujours plaisir, merci à vous. Je me suis un peu planté au niveau du montage, c'est-à-dire que ça a pris plus de temps que prévu, j'en suis navré. Comme dirait Gandalf, j'ai été retardé, et notamment parce que la vidéo étant assez nouvelle, elle était aussi sur la forme, pas que sur le fond. C'est-à-dire que je me suis posé des questions iconographiques que je m'étais jamais posées avant. Enfin bref, du coup maintenant elle est publiée, et voilà. La question c'est qu'est-ce qu'on fait après ce voilà. Alors j'ai deux propositions et ce sera vous qui choisirez, hein, que ce soit ici, je vais mettre en place d'ailleurs un petit sondage aussi pour vous permettre de bien exprimer tout ça. Soit on part vers la suite tout simplement du courant révisionniste, hein, l'état nomade selon Simon Berger, et ça va être assez technique. Et justement, puisque ça risque d'être assez technique et qu'il y aura déjà cette vidéo-là à digérer, je me dis que il serait peut-être pas plus mal d'attaquer avec quelque chose de plus léger. Dans tous les cas, ça sortira en septembre, parce que sortir en août, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce truc plus léger étant un hérodotech, parce que je me suis rappelé que c'était plus facile à produire. Or, puisque depuis quelques mois, vu que ma méthodologie a beaucoup évolué ces dernières années, je suis de plus en plus confronté, comme on l'avait dit dans cette vidéo, au problème de la publication régulière, et je me suis dit que ce serait pas mal d'alterner les plus gros projets, comme le courant révisionniste, sur l'histoire nomade eurasiatique, et ce que j'aimerais faire ensuite sur les débuts de l'Empire ottoman, et même les débuts des Ottomans tout court, je me suis dit qu'alterner avec des trucs un peu plus faciles à produire, ce serait pas mal. Et en plus, ce serait pas juste de la publication plus régulière, ça permettrait aussi d'abonder dans le sens des vidéos plus vénères, plus thématiques, plus approfondies, puisque ces récits de voyages médiévaux étant des sources, on peut s'appuyer dessus aussi dans les autres vidéos. Et ça c'est cool. Pour une fois que j'essaie de réfléchir correctement à organiser la chaîne. Et pour ce premier hérodotech à venir, j'ai pensé à Bertrandon de la Brocaire, qui était un homme de confiance de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, qui en plein XVe siècle est allé faire des repérages en Terre Sainte pour une potentielle croisade et est revenu à travers l'Anatolie, les Balkans et l'Europe centrale. Donc voilà, je me suis dit que ce serait un petit peu sympa et que ça changerait un peu. Initialement, j'avais même pensé à me mettre à faire des lives, que ce soit ici sur YouTube ou même sur Twitch, gratuitement, où je lirais des sources, des chapitres entiers de sources que je commenterais en direct, par exemple parce que les noms ont changé depuis, donc vous connaissez pas forcément le nom médiéval de tel bled, ou parce que, je sais pas, il y a un petit point ici qui est très important historiographiquement parlant, ou parce que là, l'auteur, sans s'en rendre compte, fait une découverte de dingue, ou tout simplement parce que c'est rigolo, et que moi j'aime bien quand c'est rigolo. Voilà, j'avais pensé à faire ça, sachant qu'initialement je voulais même faire juste tout simplement la lecture des sources, illustrées par des enluminures d'époque, et basta. Mais vu qu'en termes de droit d'auteur, je peux pas faire ça, je peux en revanche lire et commenter. Donc s'il s'agit de commenter, je peux commenter. Mais le problème de ça, c'est que déjà vous êtes ici sur YouTube et vous n'avez pas forcément tous envie d'aller sur Twitch, ce que je comprends très bien, même si je peux monter des best-of, etc., je ne dis pas. Et puisque c'est une manière complètement différente de travailler et pas la même plateforme à gérer, j'ai quand même assez peur que ce soit chronophage et que je me disperse un peu trop. Donc je me dis que alterner les hérodotech plus faciles à produire et les vidéos plus vénères, c'est pas mal. Et pas que les hérodotech, j'ai aussi commencé une liste de tous les sujets que j'ai promis d'aborder, et Dieu sait qu'il y en a un paquet, et je me suis rendu compte qu'effectivement, je l'avais pas oublié, mais j'ai pas mal de portraits à vous faire, alors on peut essayer de faire des one-shots, Alexis Ier, Baudouin Ier, etc. Des one-shots, s'il vous plaît. Mais bref, voilà, il y a plein de vidéos à faire qu'on peut alterner avec des trucs plus lourds, et c'est ça qui me fait bien plaisir, parce que j'ai quand même envie d'aller vers aussi du plus lourd, tout en gardant la spontanéité de certaines vidéos plus faciles à produire, plus chouettes, plus légères aussi. Enfin voilà, je me suis dit que ce serait pas mauvais comme équilibre, donc je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez la prochaine fois? Est-ce que vous voulez la suite du courant révisionniste, tant pis c'est lourd, mais on va manger et on va kiffer, ou est-ce que vous préférez un petit hérodotech à la cool, où on va aller refaire un tour du côté de la Terre Sainte? C'est vous qui voyez. Sur ce, je vous souhaite un bon été, on se retrouve à la rentrée, profitez bien, et on se retrouve donc effectivement avec la première vidéo de la 9e année de la chaîne. Ça commence à faire. Ciao.
Oh, et j'oublie un truc, précisément parce que je ne le dis jamais, n'oubliez pas de parler un maximum autour de vous de cette vidéo et de la partager un maximum, non pas pour parler de mon taf, hein, personnellement moi ça va, hein, on a une belle chaîne, vous me permettez de vivre, tout va bien, néanmoins, je pense qu'il est très important de faire connaître les travaux de ces historiens parce que ça pourrait faire changer pas mal de choses, donc n'hésitez pas à leur donner une belle visibilité. Voilà.